Bienvenue sur Radio Clapas, l'émission Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samir Marwani. Bonjour Samir. Bonjour. Samir Marwani, 43 ans, vous incarnez l'audace et la résilience entrepreneuriale à la française. Vous êtes le fondateur visionnaire de WeCorp et de la marque Majesté. Vous avez transformé une ambition locale en une aventure internationale, tout en gardant les racines solidement ancrées à Montpellier, votre ville d'adoption qui nous est chère depuis 1989. D'origine marocaine, diplômé d'école de commerce, vous êtes le reflet d'une génération qui croit en la force du collectif, en l'innovation et en la capacité de rebondir face à l'adversité. Sportif dans l'âme, vous insufflez à votre entreprise l'énergie et la détermination des grands compétiteurs, menant votre équipe à conquérir des marchés prestigieux de Monaco à Dakar, tout en défendant une certaine idée du Made in France, lucide et engagée. Samir, vous avez une vision bien à vous du Made in France. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous partager cette vision ? Merci déjà pour l'invitation et pour cette présentation. Le Made in France, c'est un concept, on va dire, abstrait dans le sens où on peut avoir plusieurs types de Made in France. On a le véritable Made in France, c'est un agriculteur qui va aller, on va dire, semer des graines françaises sur un territoire, les récolter, les transformer et en sortir une baguette, par exemple. Et encore, il ne faudrait pas qu'il utilise des additifs ou des choses qui viennent de l'extérieur. Et on a le fait d'assembler des choses ici en France. C'est-à-dire qu'on va prendre des composants qui viennent peut-être des quatre coins du monde, malheureusement, et on va les assembler. Donc ça, c'est une autre vision du Made in France. Je prends souvent l'exemple, et ça a été prouvé d'ailleurs avec des preuves à l'appui, que par exemple la Toyota Yaris est plus française qu'une autre Peugeot 308, par exemple, qui, elle, est assemblée au Maroc ou en Roumanie. Donc l'un dans l'autre, le Made in France, c'est plutôt la Yaris. Donc voilà, nous, quand on s'est lancé dans ce business-là du textile, on avait cette prétention de faire 100% Made in France, mais on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas possible pour ces raisons-là. Donc ça veut dire que vous avez commencé avec du textile local, avec des artisans, une industrie locale, et puis vous avez été confronté à la dure réalité, vous avez été obligé de faire ailleurs, c'est ça ? C'est ça. En fait, on a commencé, au départ, on ne savait pas où c'était fabriqué, mais on prenait des textiles ici qui étaient disponibles chez des marchands, qu'on transformait ici. Donc, on faisait du Made in France parce que la valorisation, quand elle dépassait un certain pourcentage, il me semble que c'était 30 à l'époque, ça évolue, peut-être on est à 50 maintenant, c'est considéré comme Made in France. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on est passé à la production et on a voulu rencontrer des industriels. Et le dernier industriel qui était capable de fournir était pas loin de vos locaux ici à Montpellier, Dubois Sport, est parti. Donc, ce n'était plus possible. On a essayé de contacter d'autres industriels. Certains ont refusé de nous rencontrer, d'autres n'avaient pas le temps. Et beaucoup d'entre eux ne croyaient absolument pas au projet ou ne voulaient pas changer, on va dire, une virgule de leur industrie pour l'orienter vers du textile, sport. C'était le cas, par exemple, d'une société qui faisait des collants, je ne peux pas citer le nom, mais qui ne voulait pas, on va dire, changer son mode de fonctionnement pour nous aider à développer la filière sport. Alors, c'est quoi votre projet, en quelques mots ? Alors, notre projet, à la base, c'était de faire une marque de sport parce qu'on avait constaté qu'il manquait en France une marque de sport française capable d'accompagner les athlètes à l'échelle internationale. On prétendait être cette marque-là parce qu'on disait qu'il y avait Nike pour les Américains, il y avait Reebok pour les Anglais, il y avait Lotto pour les Italiens, mais que la France n'avait pas de marque digne de ce nom. Il y avait Adidas pour les Allemands et Puma. Les marques françaises étaient toutes rachetées ou étaient mortes quelque part. Et on voulait faire ce renouveau du sport tendance à la française. C'était notre objectif de départ. Donc, très vite, on s'est orienté vers les clubs et les associations parce qu'on avait une stratégie qui était de faire valider d'abord notre savoir-faire, notre technicité et le confort de nos produits auprès des athlètes. Et c'était, on va dire, un passage obligatoire avant de prétendre habiller les sportifs de manière plus lifestyle. Un peu ce qu'avaient fait les grandes marques auparavant. On voulait refaire la même chose, mais à la mode, on va dire, languedocienne ou héroltaise. Et vous travaillez pour quel club aujourd'hui ? Alors, on travaille pour énormément de clubs en France, tous sports confondus. Sur Montpellier, on en a pas mal. On a des clubs comme, par exemple, Croix d'Argent, qui est le plus gros club de basket de l'Occitanie. Ils sont presque 700. On a travaillé pendant 3 ans avec Jacou jusqu'à l'an dernier, pendant 3 ans, qui était le plus grand club de football de l'Occitanie. Après, on a Vaillocès, on a de la pétanque, on a pas mal de clubs dans l'Hérault, mais on travaille sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Donc, on en a un peu partout.
Et vous avez aussi un développement à l'international. Effectivement, on travaille avec le Congo. On a les deux fédérations actuellement qui sont la fédération de basket congolaise qui joue la FIBA, c'est-à-dire la compétition internationale africaine de basketball. On a la fédération de tennis de table du Congo, mais on a aussi le Sénégal où on se développe très fortement avec le ministère des Sports. Et là, pareil, on a plusieurs délégations. On a la fédération de basketball sénégalaise, fédération de pétanque, fédération de tennis de table aussi. Donc, on a pas mal de fédérations aussi au Sénégal. Comment ça se passe? Ils vous passent des commandes, c'est des allers-retours. Vous pouvez nous expliquer un peu là? On travaille directement avec les ministères dans un premier temps. On a habillé aussi la délégation, j'ai oublié de le citer, toute la délégation olympique aux Jeux Olympiques en France. On était peut-être la plus petite marque. On a habillé toute la délégation sénégalaise. Et d'ailleurs, nos habits ont fait sensation puisque la plupart des autres délégations voulaient échanger les maillots et les survêtements avec la délégation sénégalaise. Donc oui, on travaille en étroite collaboration avec le ministère des Sports, avec les fédérations, on discute avec elles sur leur cahier des charges. On leur fait des propositions visuelles. On a des talentueux designers dans notre équipe qui sont d'ailleurs eux aussi formés à Montpellier. On leur fait des propositions graphiques visuelles, on valide les modèles et ensuite on passe au devis et une fois que c'est validé, on lance la production. Ça fait quoi de créer quelque chose qui est porté par des sportifs de haut niveau? C'est une très grande fierté et honnêtement, c'est vraiment ça qui nous anime et qui nous passionne. Toute l'équipe, le designer, à chaque fois que je vais le voir, des fois, il a 10 000 projets. Et quand je lui dis, est-ce que tu veux habiller telle délégation internationale? Est-ce que tu veux que ton œuvre soit portée par tel artiste? Là, il y va à fond. Et quand il voit le résultat, il est super fier. Nous, pareil. Donc, on le retransmet sur les réseaux sociaux, on partage avec nos proches et nos familles. Il y a plusieurs personnes qui reconnaissent notre savoir-faire. Donc, on est heureux et on est vraiment satisfait et content de notre travail. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que c'était pas uniquement pour des sportifs de haut niveau, mais ça pouvait être du lifestyle. Ça veut dire qu'on peut trouver vos propres créations dans les... sur Sport 2000, Decathlon ou... Pas encore. C'est au fait, depuis qu'on a lancé ce business, on a essayé de faire étape par étape. Vraiment, on avance à notre rythme parce qu'on est dans un marché très très concurrentiel. Vous savez comment marche maintenant un chef d'entreprise avec, on dirait, le marasme économique dans lequel nous sommes. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, comme je vous disais, nous, on a une stratégie qui est vraiment respectée depuis le début. C'est de d'abord valider notre business model auprès des sportifs et ensuite d'arriver sur les grandes surfaces et les magasins spécialisés de sport. On a fait des tests avec Sport 2000. Et là, pour l'année 2026, c'est l'année où on va vraiment lancer notre lifestyle. Alors, bien sûr, il est possible aujourd'hui de commander des tenues pour tout un chacun sur notre site, mais c'est pas encore la collection lifestyle qu'on veut proposer au grand public. Elle arrive en 2026. Ça va être un dérivé de ce que portent les grands sportifs ou c'est vraiment une collection à part? En fait, il faut distinguer tout ce qui est équipement de sport pour la pratique et tout ce qui est lifestyle. Même si certains équipements qu'on porte dans la pratique, on les porte à l'extérieur, le lifestyle, ça se rapproche plus du streetwear. C'est un peu ce que font toutes les grandes marques. Donc, on va aller vers ça, c'est-à-dire une collection vraiment inspirée des parquets, mais qui est dédiée à la vie de tous les jours, où on est confortable dedans, avec une technicité, des produits nobles et un design qui donne envie de le porter. J'ai une question plus sur la technicité et votre environnement, le secteur du textile, votre vision d'entrepreneur. On dit que le textile, c'est compliqué. C'est quoi les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans votre environnement? Alors là, c'est une très bonne question. Le textile, je dirais, comme je dis souvent à ma famille et à mon entourage, fait partie des industries les plus compliquées qui existent. Alors, vous pouvez faire une matrice avec un maillot, par exemple. Ça peut être 100 textures différentes, ça peut être 100 couleurs, 10 000 designs, 10 000, comment on peut dire ça, compositions. Donc, on a des combinaisons extrêmes. À cela, il faut ajouter la logistique, il faut ajouter le design, il faut ajouter les goûts et les couleurs. C'est des produits qui périment très vite. C'est très, très compliqué. Ensuite, on passe à la concurrence. Donc, concurrence frontale avec des mastodons. Nous, on est tout petits. On est petits mais costauds, comme j'aime le dire, mais on a en face de nous des monstres qui sont déjà sur Mars, on va dire. Je ne vais pas citer les marques américaines. Donc, on a cette concurrence-là qui est très, très, très puissante. En plus, ces gens-là savent communiquer. Ils ont les moyens de communiquer. Et la communication peut faire la différence. Nous, on n'est pas assez puissants pour communiquer à leur niveau. Et ensuite, on a tous les problèmes liés à la logistique. Des fois, il peut y avoir une intempérie. Par exemple, une fois, on devait se faire livrer. Il y avait les inondations à Montpellier. Le camion qui transportait notre marchandise s'est renversé. Ensuite, il faut rajouter la concurrence déloyale.
de personnes qui font des choses, on va dire, répréhensibles par la loi. Des copies, c'est ça? Comment? Des copies? Des copies, des détournements de clientèle, c'est très compliqué. Et après, on a toutes les problématiques liées à un chef d'entreprise actuel. Ça, c'est pas la peine que je vous fasse, on va dire, une liste, mais c'est vrai que c'est très compliqué, tout ça mis bout à bout. Mais nous, on lutte parce qu'on y croit, parce que notre équipe est passionnée, et parce qu'on sait très bien que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui plaît, qui trouve écho auprès de notre public. Il y a combien de personnes qui travaillent pour vous, là, sur Montpellier? Sur Montpellier, on est une quinzaine de personnes. On est en ce moment 12, on va dire, permanents à plein temps. Et on prend beaucoup de stagiaires. D'ailleurs, on a cette réputation d'être ouvert à la jeunesse et de prendre... On travaille avec les facultés, on travaille avec les organismes de formation comme le Greta. Donc, on donne la chance. On travaille avec, par exemple, des personnes en réinsertion professionnelle avec la prison de Villeneuve, les Maglones. On a travaillé avec des associations d'insertion comme... ça a changé de nom d'ailleurs. Facero, toujours. Je crois que ça s'appelle toujours Facero. On ouvre la porte à pas mal de personnes. Donc, on est une quinzaine en total. Et on a 2 agences. On en a une à l'île de la Réunion, où ils sont 3 personnes. Et on a une agence à Bordeaux, où ils sont 5 personnes. Est-ce que vous pensez que, on parle de réindustrialisation en France, est-ce que vous pensez que l'industrie du textile peut revenir en France? Ou alors c'est une illusion totale qu'on se fait? Elle peut revenir, mais par le biais technologique. Et c'est déjà le cas. Nous, on utilise par exemple la technique de la sublimation. On est capable de le faire ici en France. D'ailleurs, on est en train de travailler dessus. On le fait en travaillant avec des ateliers partenaires. La sublimation, c'est ce qui permet de transférer sur un tissu l'équivalent d'un design, c'est-à-dire un peu comme une imprimante. Donc, on est capable de faire ça. D'ailleurs, c'est une technique qui marche très fort en ce moment. Avec la robotisation également, on peut réindustrialiser le pays, mais ça sera encore... pas une grosse industrie par rapport à ce qui se fait maintenant en Chine et dans d'autres pays, puisque là-bas, le facteur qui est différenciant, c'est vraiment la main-d'œuvre. La main-d'œuvre là-bas, dans les pays hors France, c'est 10 à 20 fois moins cher. Et ça représente 70% du coût d'un article. Donc c'est encore une question de coût de structure et de C'est ça. Donc technologiquement, on pourra, mais en partie, et sur certains produits, par exemple le slip français qui cartonne en France, parce que c'est sur un produit spécifique avec une technicité, et on passe en économie d'échelle. On voit, c'est répétitif, on sait faire les choses, mais quand il y a trop de détails, par exemple le pull que je porte ou votre blouson, c'est très compliqué, il y a des boutons, il y a des retours, il y a plein de touches techniques, ça peut pas être fait par des machines pour l'instant. C'est quoi les perspectives de votre entreprise là? Le rêve ultime, c'est d'avoir la Fédération française de football ou... Bah oui, sincèrement, je garde les pieds sur terre, ça peut arriver. Pour cela, il faudrait un investisseur. Mais en tout cas, techniquement, on est capable aujourd'hui d'équiper n'importe quelle délégation, n'importe quel club, n'importe quelle fédération internationale. C'est juste une histoire d'investissement. Voilà. Techniquement, on travaille avec les mêmes usines que toutes les grandes entreprises mondiales. Et on a accès à la même technologie, aux mêmes technicités. C'est ce qui nous a permis d'équiper le Grand Prix de Monaco quand même pendant plus de 3 ans. Et on a travaillé avec des fédérations internationales. Donc à ce niveau-là, on n'a pas à rougir et on n'a pas peur. Donc c'est pas un souci. C'est juste une histoire d'investissement. Ma dernière question concerne plus une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a animé dans l'entrepreneuriat? Pareil, c'est un concours de circonstances, il y a plusieurs choses. Donc j'avais ça en moi depuis très jeune, donc vous l'avez cité, je suis originaire du Maroc. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Et avant cet âge-là, je ramassais des olives, je vendais des olives, je vendais des sandwichs au marché, on achetait des boîtes de conserve, on achetait des pains, on faisait des sandwichs, on les revendait avec le fils à ma tante. Et donc j'avais ça déjà en moi. Arrivé en France, j'ai travaillé dans les marchés. Donc j'allais aider les marchands le samedi matin et le dimanche matin, après les cours, j'allais les aider à déballer. Et ensuite, j'ai commencé à faire de l'achat-revente dans mon quartier avec les jeunes. J'achetais au marché, je revendais dans le quartier. Et après, je me suis orienté vers une formation commerciale. J'ai fait l'école de commerce. Et donc, c'est resté en moi. Donc, j'avais cette envie d'entreprendre. Et je me suis dit qu'il fallait que j'entreprenne dans un domaine qui me passionne. Et pour moi, c'était le sport. Parce que j'avais lu une phrase qui m'avait marqué, qui disait faites de votre passion votre travail et vous n'aurez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime et qui fait que je suis là, malgré toutes ces difficultés-là, parce que je peux vous dire qu'il y a tous les jours, on se dit « Ah, j'ai envie d'arrêter », mais non.
avec la passion, on tient bon. D'accord, la joie de l'entrepreneur. Vous avez dit qu'on pouvait trouver vos créations sur le site. C'est quoi www.majesté.fr, majesté avec 2 e.fr, ou sur www.wincorp.com. Bon, merci Samir de votre temps. Je sais que vous êtes surchargé. Hein. On merci a fait pour l'invitation. La préparation il y a bien longtemps et vous avez pris le temps pour venir témoigner sur Radio Clapas. Merci de votre temps et merci à vous pour belle route à vous. Merci beaucoup.